L'aube d'un dimanche matin à Tassin, la demi-lune baignait ma cuisine d'une lumière douce. Les rayons du soleil, filtrés par les hautes fenêtres, dessinaient des motifs géométriques sur mon plancher immaculé. En tant qu'ancienne procureure de la République, j'avais passé ma vie à traquer le mensonge et la trahison au cœur des affaires criminelles les plus sombres. Mon esprit, sans cesse en alerte, avait trouvé refuge dans le calme de cette villa, une bulle de sérénité loin de l'agitation des tribunaux. Du moins, c'était ce que je pensais. Le silence fut rompu par l'arrivée de ma belle-fille, Patricia, son sourire aussi éblouissant que le jour naissant, portant 2 tasses de café fumantes. « Je vous ai préparé quelque chose de spécial aujourd'hui, Éléonore, me dit-elle d'une voix mélodieuse et suave. Patricia, avec sa chevelure blonde parfaitement coiffée et ses yeux d'un bleu perçant, avait toujours l'air de sortir d'un magazine. Elle me tendit l'une des tasses, la porcelaine blanche et lisse contrastant avec ses longs ongles vernis. Une simple tasse de café, mais mon esprit d'analyste s'activa immédiatement. Mon nez, cet outil de détection affûté par des décennies à flairer les fausses déclarations, détecta une odeur anormale. Ce n'était pas l'arôme riche et puissant du café torréfié que j'aimais tant. C'était une odeur âcre et chimique, une note discordante qui piquait mes narines. Un sentiment de malaise, un pressentiment froid, s'insinua en moi. Ce n'était pas de la simple paranoïa, c'était un instinct forgé par l'expérience. J'avais appris à me fier à ces signaux d'alerte. Chaque détail de Patricia semblait calculé, son sourire, d'une perfection presque artificielle, sa voix, d'une douceur exagérée, ses gestes, d'une fluidité un peu trop étudiée. Tout sonnait faux. J'aperçus, à travers la fenêtre, ma voisine, Madame Durand, penchée sur ses rosiers. C'était une femme d'un certain âge, curieuse de nature et toujours à l'affût de la moindre rumeur. Elle leva la tête, ses yeux vifs me rencontrant à travers la vitre, et me fit un discret signe de la main. Elle n'avait jamais porté Patricia dans son cœur, la trouvant froide et distante. Ce matin, sa présence renforçait mon sentiment de malaise, comme si un témoin silencieux observait une scène à laquelle il ne comprenait rien. Patricia se tourna vers le réfrigérateur, son dos me faisant face, pour prendre du lait. Son mouvement, délibérément lent, me laissa le temps d'agir. Dans un geste fluide, rapide, et d'une précision de maître, j'intervertis nos 2 tasses. Un réflexe de survie appris au fil des années. Heureusement, les 2 mugs étaient des répliques exactes, des mugs blancs avec le logo de l'équipe de France de football. Patricia revint, un air satisfait sur le visage. Elle s'installa en face de moi, posant la tasse qui m'était initialement destinée. « Buvez tant que c'est chaud », me lança-t-elle avec un sourire. Son sourire était digne d'une photo de famille, le genre que l'on prend juste avant une tragédie. Mon fils unique, Michel, lisait son journal dans le salon. Il était un homme simple, bon et fiable, qui croyait au meilleur chez les gens. C'était sans doute pour cette raison qu'il était tombé si vite amoureux de Patricia. Leur romance avait été un véritable tourbillon. 6 mois de fréquentation, 3 mois de mariage. Un coup de foudre, selon Michel. Mais je n'étais pas dupe. Mon fils avait hérité une coquette somme de son grand-père, faisant de lui une cible idéale. J'avais tenté de l'avertir, mais il avait balayé mes doutes d'un revers de la main. « Tu as l'habitude de chercher le pire chez les gens, maman », m'avait-il dit, blessé. À présent, j'avais la preuve que je ne me trompais pas. Je fis semblant de siroter mon café, tout en observant Patricia. Je la vis prendre une gorgée de ce qui était maintenant son propre café. Son visage se contracta légèrement, une grimace fugace de dégoût. Elle posa la tasse et n'y toucha plus. Intéressant. Très intéressant. Elle n'avait rien dit sur le goût, ce qui était encore plus étrange. Environ 20 minutes plus tard, elle commença à tousser. Ce n'était pas une petite toux, mais une quinte violente, des spasmes qui semblaient lui couper le souffle. « Quelque chose ne va pas », s'écria-t-elle, s'agrippant à la table alors que sa toux s'aggravait. Son visage vira au rouge et une panique, cette fois-ci très réelle, s'installa dans ses yeux. « Michel », criai-je vers le salon. Mon fils se précipita dans la cuisine, juste au moment où Patricia s'effondrait. « Emmène-moi à l'hôpital », siffla-t-elle, s'agrippant à son bras. Quelque chose ne va pas du tout. Alors que nous nous précipitions vers la voiture, Patricia s'appuyant lourdement sur Michel, une seule pensée me vint à l'esprit,
ce café était destiné à moi. Ma chère belle-fille venait de s'empoisonner avec sa propre arme du crime. C'était une ironie délicieusement cruelle. La salle d'urgence de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon était un bourdonnement de cris et de sirènes, un chaos contrôlé qui, ironiquement, me ramenait à mes années de procureur. Mon esprit, toujours en quête d'ordre et de logique, observait la scène, l'efficacité impressionnante de l'équipe médicale, les visages tendus des familles, et au centre de tout, le spectacle grandiloquent de ma belle-fille, Patricia. Sa condition s'était rapidement détériorée. Ses quintes de toux s'intensifiaient, sa respiration devenait laborieuse, et une éruption cutanée, rouge et furieuse, s'étendait sur son cou et ses bras. Le personnel médical, sans perdre une seconde, l'a connecté à une batterie de moniteurs, lui posant des questions auxquelles personne ne pouvait répondre sans avouer une tentative de meurtre. Je restais debout, un témoin impassible, observant la mise en scène macabre de ma belle-fille. Alors que Patricia gémissait et se plaignait bruyamment, Michel se tourna vers moi, l'air désemparé. « Maman, je vais rentrer à la maison pour lui prendre ses affaires. Un pyjama, une brosse à dents. Vous savez, ce que les hôpitaux n'ont pas », je lui tapotai le bras, l'encouragement paternel que l'on donne à un enfant qui part en mission. « Bien sûr, mon chéri. C'est très prévenant de ta part. » Quelle abnégation de penser aux articles de toilette de sa femme alors qu'elle était potentiellement en train de mourir d'un empoisonnement mystérieux. C'était une preuve, si jamais il en fallait, que mon fils était la personne la plus naïve que j'ai jamais connue. Une fois Michel parti, je m'installai dans la salle d'attente. Les magazines étaient si vieux qu'ils auraient pu être considérés comme des antiquités, ce qui me laissa amplement le temps de réfléchir au tournant fascinant que prenait mon dimanche. Environ 1 heure plus tard, Michel revint, le visage tiré et les bras chargés d'un sac de sport. À son retour, comme si tout avait été minutieusement chorégraphié, le commandant Martin, en uniforme, sortit de la salle de traitement, le visage solennel. « Nous avons trouvé des traces d'une substance toxique dans le sang de Madame Dubois », annonça-t-il d'une voix neutre. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un empoisonnement délibéré. Le mot « empoisonnement » planait dans l'air, lourd comme une sentence de mort. Mais avant que je ne puisse savourer pleinement cette délicieuse ironie, la voix de Patricia résonna, faible mais remarquablement claire, « Elle a empoisonné mon café. » Elle pointa un doigt tremblant dans ma direction, un geste qui, compte tenu de son état de santé supposé, était d'une vigueur surprenante. Éléonore m'a forcé à le boire. Quel manque de gratitude! J'avais involontairement sauvé sa vie en intervertissant nos tasses, et en retour, elle m'accusait d'une tentative de meurtre. La nouvelle génération n'a vraiment aucun sens de l'ironie. La police arriva en quelques minutes, et je fus emmené dans une petite pièce pour donner ma déposition. Je racontai toute l'histoire, l'odeur suspecte, mon instinct de changer les tasses, et le fait que Patricia ait bu sa propre concoction. La vérité, dans toute sa splendeur ironique. Mais le commandant Martin, un homme avec un visage fatigué et des yeux qui avaient trop vu, me posa une question qui trahissait son scepticisme. « Madame Moreau, si vous suspectiez que le café était dangereux, pourquoi ne l'avez-vous pas simplement refusé ?» Je n'avais pas de réponse convaincante à lui donner. Comment expliquer que mes années en tant que procureur m'avaient donné un 6e sens, une certitude silencieuse que quelque chose de terrible était sur le point de se produire ? Je n'étais pas complètement sûr, lui répondis-je, je savais juste que l'odeur était anormale. Ce qui me choqua le plus, ce fut le témoignage de Michel. Ma mère agit bizarrement ces derniers temps, dit-il, sans croiser mon regard. Je ne pense pas qu'elle ferait de mal à qui que ce soit, mais... Ce « mais » était une trahison silencieuse. Mon propre fils, hésitant entre sa femme et moi, comme s'il plaçait ses paris sur un cheval de course. C'était un coup de poignard. Quelques heures plus tard, je fus escorté jusqu'à ma villa par une équipe de police pour une vérification de routine. De routine, mon œil. Ils cherchaient des preuves, et à leurs expressions déterminées, ils étaient persuadés d'en trouver. Alors que les policiers se mettaient au travail, j'aperçus ma voisine, Madame Durand, qui, poussée par sa curiosité, se rapprochait. J'avais le cœur serré. Elle pouvait être mon seul espoir. Je la vis parler aux policiers qui surveillaient le périmètre, sa voix basse mais son visage empreint de conviction.
Je sus qu'elle était en train de raconter qu'elle avait vu Michel arriver, il y a quelques heures, en sa présence. Le commandant Martin m'informa plus tard que le témoignage de Madame Durand avait été noté, mais que la police n'y prêtait pas une grande importance, la considérant comme une voisine un peu trop bavarde. Le détective Legrand, son plus jeune adjoint, me lança un regard furtif, ses yeux pleins de doute. C'était un regard qui me laissait penser qu'il n'était pas convaincu. Mais en tant que procureur, je savais que le témoignage d'un vieil homme curieux n'était pas suffisant pour déjouer un plan. 20 minutes plus tard, ils trouvèrent la perle rare. Une petite bouteille de liquide transparent, dissimulée derrière les boîtes d'aspirine dans l'armoire de ma salle de bain. À côté, une liste manuscrite incluant le nom de Patricia et ce qui semblait être un reçu pour des produits chimiques. C'était parfaitement, absurdement, et diaboliquement pratique. Je n'ai jamais vu ça, dis-je, mais mes mots sonnaient creux. L'écriture sur la liste ressemblait étrangement à la mienne, soit une falsification impeccable, soit je souffrais d'une grave amnésie criminelle. Les officiers échangèrent des regards complices. Celui qui disait « on a notre suspecte » sans le dire à voix haute. Le commandant Martin, avec un professionnalisme glacial, m'informa qu'un mandat de perquisition allait être émis le lendemain pour fouiller mon ordinateur et pour que des spécialistes en médecine légale soient dépêchés. En me retrouvant seule, une voiture de patrouille stationnée devant ma maison pour me protéger, je réalisai, avec une lucidité glaciale, que je n'étais plus une victime. J'étais une suspecte, et je me trouvais piégée dans une toile dont j'avais moi-même tissé les fils. Quelqu'un avait utilisé ces heures cruciales à l'hôpital pour me piéger avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas de l'amateurisme. C'était l'œuvre d'un esprit criminel brillant. Et je savais au plus profond de moi qui était la véritable architecte de ce coup monté. Debout devant la fenêtre de ma cuisine, je fixais la voiture de police stationnée ostensiblement devant ma maison. L'officier à l'intérieur faisait semblant de lire un journal, mais ses yeux trahissaient sa vigilance. Le mot « suspecte » résonnait dans mon crâne. J'étais, pour la première fois de ma vie, de l'autre côté de la barrière. J'avais passé ma carrière à pourchasser des criminels, à démonter leurs alibis, à décortiquer leurs mensonges. Et maintenant, j'étais moi-même l'objet d'une enquête. La seule chose qui me paraissait certaine, c'était que les preuves avaient été fabriquées, mais je n'arrivais pas à comprendre comment. Les souvenirs de cette journée défilaient dans ma tête. La toux théâtrale de Patricia, les questions accusatrices de la police, et surtout, les mots froids de mon propre fils. Ma mère agit bizarrement ces derniers temps. Cette phrase me poignardait plus profondément que n'importe quelle lame. Le doute dans sa voix était un poison. J'avais élevé Michel seul, après la mort de son père. J'avais consacré ma vie à son éducation, à lui inculquer des valeurs d'honnêteté et de justice. Et en un instant, il avait choisi de croire une femme qu'il connaissait depuis 6 mois plutôt que sa propre mère. L'idée de sa trahison était presque plus douloureuse que l'idée d'un emprisonnement. Alors que l'angoisse grandissait en moi, je compris qu'il fallait agir. La panique montait, une sensation froide et implacable. Chaque fibre de mon être me criait que j'étais sur le point d'être arrêtée pour un crime que je n'avais pas commis. Un crime que j'avais, ironiquement, empêché. Je saisis mon téléphone et composai le seul numéro que je savais pouvoir me croire, celui de Franck Fournier. Franck avait été mon partenaire au bureau du procureur pendant 2 décennies. Si quelqu'un était capable de faire la différence entre une culpabilité avérée et une mise en scène sophistiquée, c'était lui. De plus, il me devait une fière chandelle depuis cette affaire délicate impliquant un avocat de la défense et une chambre d'hôtel, un incident dont nous avions convenu de ne jamais reparler. « Franck, j'ai besoin de ton aide. Je suis dans une situation terrible, dis-je lorsque ma voix cessa de trembler. Et Éléonore ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai entendu des rumeurs. Je t'expliquerai tout. Il m'accuse d'avoir tenté d'empoisonner Patricia. Il y a une voiture de police devant ma maison, coupai-je, mon ton urgent. Tu me connais depuis 20 ans. Tu sais que je ne ferai jamais une chose pareille. Je marquai une courte pause. En tout cas, pas d'une manière aussi grossière. Franck écouta sans m'interrompre, ce qui était l'une de ses meilleures qualités. D'accord, Éléonore. Raconte-moi exactement ce qui s'est passé.
Je lui expliquai tout, depuis le café à l'odeur suspecte jusqu'à la découverte des preuves. La vérité me paraissait si absurde que je redoutais qu'il ne me croie pas. Mais il resta silencieux, réfléchissant. Il pense que j'ai essayé de tuer ma belle-fille. Il y a une voiture de police qui surveille ma maison comme si j'étais un génie du mal, conclus-je, mon ironie étant le seul bouclier que j'avais contre le désespoir. Je vais passer quelques coups de fil, dit-il calmement. Rappelle-moi dans 20 minutes. 20 minutes plus tard, mon téléphone sonna à nouveau avec un sentiment d'urgence qui annonçait une mauvaise nouvelle. Éléonore, je viens de le confirmer par mes contacts. Ils vont émettre un mandat d'arrêt dès demain matin. Tu dois partir, maintenant. Comment ? Il y a des policiers devant ma maison. C'est la surveillance la plus évidente du monde. Sors par derrière, ordonna Franck. Viens me rejoindre à Lyon. Tu connais mon adresse. On trouvera une solution ensemble. Des décennies de carrière m'avaient enseigné comment les fugitifs échappaient à la capture. C'était un savoir que je n'aurais jamais pensé devoir appliquer à ma propre vie. L'ironie de la situation était encore une fois palpable. J'étais une fugitive, une criminelle aux yeux de la loi que j'avais juré de servir. Je saisis mon sac à main, y fourrai mes papiers d'identité et les quelques billets de banque que j'avais. Enfilant une veste, je me glissai dehors par le jardin, en veillant à ne faire aucun bruit. Les officiers devant ma maison continuaient de surveiller la porte d'entrée, ignorant que leur proie s'échappait par l'arrière. Mon plan de fuite était simple, mais efficace. Je me rendis à la gare de Vénissieux, à une 30aine de minutes de route. Je garai ma voiture sur le parking longue durée, la laissant derrière moi comme une espionne de banlieue. De là, je pris un train régional pour la gare de Lyon-Pardieu, puis un bus pour un quartier plus discret. Au bout de 2 heures, j'étais devant la porte de l'appartement de Franck. Je sonnai, le cœur battant. Lorsque la porte s'ouvrit, je ne pus m'empêcher de sourire, un sourire amer et fatigué. « Bonsoir », dis-je à Franck. Ce n'est pas tout à fait comme ça que j'avais prévu de passer ma retraite, mais au moins, c'est plus excitant que le club de bridge. La chambre d'amis de Franck ressemblait à une planque. Ce n'était pas un hasard. Je me sentais en sécurité pour la première fois depuis des heures. L'ironie n'était pas perdue sur moi. Après avoir passé ma vie à mettre des gens en prison, je me cachais maintenant du système que j'avais autrefois servi. Si vous m'accompagnez encore dans cette fuite improbable, si vous êtes aussi fasciné que moi par les subtilités de cette affaire, veuillez commenter avec le chiffre 1 pour que je sache que je ne suis pas seul. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous encourage vivement à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la suite de mon histoire. Votre soutien me permet de continuer à partager ce récit, car la vérité, parfois, a besoin de plus qu'une simple audience. Maintenant, retournons à l'enquête. La chambre d'amis de Franck avait une odeur de vieux livres et de café fort. C'était le matin, et les premiers rayons du soleil lyonnais se glissaient à travers les stores, éclairant la poussière en suspension. Franck, avec sa chemise de flanelle et ses cheveux en bataille, avait l'air aussi déterminé que moi. Il me tendit une tasse de café, son expression à la fois compatissante et grave. « Tu es officiellement une fugitive, Éléonore, » me dit-il. Le mot « fugitive » me fit l'effet d'une gifle. J'avais passé ma vie à prononcer ce mot, jamais à le vivre. C'est grave. S'il m'arrête, je ne pourrai jamais prouver mon innocence depuis une cellule, répliquai-je en touillant mon sucre avec plus de force que nécessaire. Nous avons passé la matinée à refaire le film de la situation, à l'analyser comme s'il s'agissait d'une affaire criminelle classique. C'était la seule chose que nous savions faire. Nous devons découvrir qui est vraiment Patricia, affirmai-je. Je suis presque certaine que belle-fille dévouée n'est pas sa profession principale. Franck, qui avait gardé d'excellents contacts au sein de la police et de la justice malgré sa retraite, sortit son ordinateur portable. Il était la solution idéale. Tandis que je ne pouvais pas montrer mon visage sans risquer une arrestation, lui pouvait faire des enquêtes discrètes sans lever de soupçons. Commençons par une simple vérification d'antécédents, suggéra-t-il, son regard concentré. Toute cette affaire a l'air trop bien orchestrée. Quelqu'un a planifié cela depuis des mois. Nous avons cartographié ce que nous savions. Patricia était apparue dans la vie de Michel il y a 6 mois, comme un cadeau tombé du ciel.
3 mois plus tard, il se mariait. Et maintenant, elle avait tenté de me tuer en s'utilisant elle-même comme une arme involontaire. La coïncidence était soit stupéfiante, soit le résultat d'un plan machiavélique. Mon expérience m'avait appris que les criminels ne se fiaient jamais à la chance. Alors que Franck faisait des appels à ses contacts, je me concentrais sur tout ce que je savais de ma belle-fille. C'était étonnamment peu de choses pour une femme qui avait partagé notre table de famille tous les dimanches depuis 3 mois. Elle prétendait être infirmière, mais je n'avais jamais vu d'horaire de travail ni entendu parler de collègues. Elle affirmait venir de Paris, mais son accent avait de subtiles incohérences que j'avais ignorées à l'époque. De petits détails, insignifiants à première vue, prenaient soudain un sens nouveau, comme les pièces d'un puzzle que j'avais été trop poli pour assembler. Franck mit fin à son 3e appel, son visage se tendant alors qu'il tapotait frénétiquement sur son clavier. Éléonore, je vais lancer le nom et les détails de Patricia dans quelques bases de données confidentielles. Si elle n'est pas qui elle prétend être, on le saura. L'enquête de Franck a donné des résultats plus rapidement que prévu. Et ils étaient bien plus troublants que mon esprit de procureur ne l'aurait imaginé. Mon intuition était juste. J'aurais préféré avoir tort, et ne pas avoir une tueuse en série dans ma famille. Éléonore, ta belle-fille n'existe pas, annonça Franck, étalant des documents sur sa table. Et du moins, pas sous le nom de Patricia Dubois. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui se faisait appeler Victoire Bernard à Bordeaux. Les photos ne laissaient aucun doute. Même visage, même sourire forcé, mêmes yeux morts que j'avais pris pour de la sérénité. Victoire s'était mariée à Harold Gauthier, un veuf de 72 ans avec une fortune conséquente. Harold était mort 8 mois après leur mariage, officiellement des suites d'une intoxication alimentaire. Il y a plus, continua Franck avec l'excitation d'un détective qui a trouvé de l'or. Il sortit un autre dossier. J'ai trouvé une 2e identité, Sarah Leclerc à Strasbourg. Elle s'était mariée à Robert Lambert, 68 ans, qui est mort d'un arrêt cardiaque 4 mois après leur mariage. Le schéma était limpide. Patricia était une tueuse en série qui épousait des hommes riches et âgés pour hériter de leur fortune après leur mort opportunément programmée. Le mariage était son modèle économique, une efficacité presque impressionnante. Pourtant, un détail me chiffonnait. Franck, quelque chose me tracasse à propos du timing, dis-je en étudiant les documents. Comment a-t-elle réussi à placer des preuves chez moi si vite? Elle était à l'hôpital, traitée pour empoisonnement. Ça m'a tracassé aussi, admit Franck. Patricia était inconsciente ou sous surveillance médicale constante. Elle a forcément eu de l'aide. Une pensée glaciale s'insinua dans mon esprit. Mais qui aurait eu accès à ma maison pendant ces heures cruciales? La réponse, que je craignais de prononcer, s'imposa. Franck me regarda d'un air grave, comme un médecin s'apprêtant à livrer un diagnostic terminal. Éléonore, une seule personne avait accès à ta maison pendant ce laps de temps. Et il n'est pas allé où il a dit qu'il allait. Mon cœur rata un battement. Mon fils n'aurait jamais fait ça, murmurai-je, le doute s'immisçant dans ma voix. Il était choqué quand Patricia est tombée malade. Parfois, les gens qu'on aime nous surprenant, dit Franck doucement. Le doute qu'il avait planté était un poison. Le questionnement était simple, mon fils m'avait-il trahi, ou est-ce que j'étais juste en train de sombrer dans la paranoïa? Au vu des événements récents, la paranoïa semblait une réaction parfaitement raisonnable. Les mots de Franck ont hanté ma nuit sans sommeil, tournant en boucle dans mon esprit comme une mélodie de torture. J'ai essayé de me convaincre qu'il se trompait, que l'idée que mon fils Michel soit impliqué dans un tel crime était une aberration, un symptôme de ma paranoïa croissante. Il était mon fils, l'enfant que j'avais élevé et protégé. Il était incapable d'une telle trahison. Mais une part de moi, la procureure que j'étais, savait que le timing était trop parfait, la logique trop implacable. Le matin suivant, une révélation soudaine, le genre d'éclair de génie qui m'avait souvent permis de démasquer des coupables, frappa mon esprit. Je me suis redressé dans mon lit, mon cœur s'emballant. Franck. J'ai oublié quelque chose d'important, criai-je en me précipitant hors de la chambre. Franck, déjà en train de préparer le café, me regarda d'un air interrogateur. Il y a quelques jours, j'ai installé une caméra de sécurité devant ma porte d'entrée. Il y a eu une série de cambriolages dans le quartier.
Les sourcils de Franck se haussèrent d'un coup, comme si nous venions de trouver un filon d'or. Tu as des images de ce jour-là? Mes mains tremblaient en attrapant mon téléphone. Si Michel était vraiment allé chez lui, comme il l'avait dit à la police, la caméra ne montrerait rien. Mais s'il était venu chez moi? Franck se pencha par-dessus mon épaule, nos souffles suspendus. J'ai fait défiler la séquence d'images du jour où nous étions à l'hôpital. Et là, c'était là. Aussi clair que le jour. La voiture de Michel s'arrêtait devant ma maison à l'heure exacte où il avait prétendu être chez lui. On le voyait sortir, des clés à la main, sa démarche à la fois déterminée et pressée. Il entra dans ma maison et y resta pendant plus d'1 heure. Assez de temps pour planter des preuves et, j'en suis sûr, redécorer si l'envie lui en avait pris. Mais le pire, c'était de le voir ressortir par la porte de derrière, évitant clairement la caméra frontale. Rien ne crie plus fort, je suis un fils innocent qui fait une course pour sa mère, que de s'échapper par la porte de derrière. Il a menti, murmurai-je, fixant l'écran comme s'il allait soudainement montrer une version différente des événements. Mon propre fils avait menti à la police. Franck posa une main sur mon épaule, sa compassion plus tranchante que la lame la plus affûtée. Éléonore, nous avons maintenant une preuve concrète. Je ne pus parler pendant plusieurs minutes. La trahison de Michel était une blessure profonde, plus douloureuse que n'importe quelle blessure physique. Mon fils, l'enfant que j'avais élevé, que j'avais soutenu, avait activement participé à me piéger pour tentative de meurtre. Pourquoi, parvins-je à articuler, ma voix n'étant plus qu'un croassement. Pourquoi ferait-il ça? Je ne sais pas, dit Franck doucement. Mais nous allons le découvrir. Les dîners de famille, les conversations affectueuses, l'inquiétude dans les yeux de Michel à l'hôpital, tout avait été une mise en scène élaborée. Mon fils était devenu un étranger portant un visage familier. Il était, de toute évidence, un bien meilleur acteur que je ne le pensais. L'ironie était une fois de plus à l'œuvre. J'avais élevé mon propre Judas. Malgré les protestations de Franck, et ses inquiétudes très raisonnables concernant ma santé mentale, je savais ce que je devais faire. Je vais y aller, Franck. Je dois le confronter avec les preuves. Éléonore, c'est trop dangereux, dit-il, utilisant le ton qu'on emploie pour dissuader quelqu'un de sauter d'une falaise. Tu es une fugitive, et maintenant nous savons que Michel est un traître. Ça pourrait être un piège. Je dois l'entendre de sa bouche avant d'aller voir la police, répliquai-je, en saisissant mes clés de voiture avec la détermination d'une personne qui a déjà pris une décision irrévocable. Je dois comprendre pourquoi mon propre fils a pensé que le meurtre de sa mère était une activité de week-end raisonnable. Je conduisis jusqu'à la maison de Michel ce soir-là, mon cœur battant la chamade, tiraillé entre la colère et la peine. En arrivant, j'aperçus de la lumière à l'intérieur et entendis plusieurs voix. Patricia était là aussi. Parfait. Rien de tel qu'une réunion de famille pour que chacun montre son vrai visage. Je me glissai le long du mur et me baissai pour écouter par la fenêtre, me sentant comme une espionne de banlieue. Ce que j'entendis confirma mes pires craintes et brisa ce qui restait de ma foi en mes compétences de mère et en la moralité de mon fils. Et Michel, arrête de te sentir coupable. La voix de Patricia était froide et calculatrice. Souviens-toi pourquoi nous faisons ça. 7 millions d'euros et une vie complètement nouvelle. Je sais, mais voir ma mère comme ça, en fuite. La voix de Michel était faible, pleine de conflits, mais pas assez pour un homme qui venait de piéger sa propre mère. Ta mère qui t'a traité comme un raté toute ta vie, qui n'a jamais cru en toi, reprit Patricia. Sa manipulation était magistrale, frappant chaque insécurité avec une précision chirurgicale. Avec moi, tu seras enfin l'homme que tu es censé être. Je sortis mon téléphone et commençai à enregistrer. Je plaçai la caméra sur le rebord de la fenêtre pour capturer leur visage. Au moins, j'aurais la preuve de leur petite conspiration, si je survivais assez longtemps pour l'utiliser. Tu as raison, dit Michel, sa voix se renforçant. Elle ne m'a jamais respecté. Avec toi, au moins, j'ai l'impression de compter. Soudain, le regard de Patricia se fixa sur mon téléphone. Et Michel, ta mère est là. Avant que je ne puisse bouger, Patricia attrapa quelque chose dans un tiroir. Un pistolet. Apparemment,
ma soirée n'était pas encore assez dramatique. Sa voix, claire et forte, traversa la fenêtre. Tu as rendu les choses tellement plus faciles, Éléonore. Maintenant, je pourrai plaider la légitime défense quand tu seras venu finir ce que tu avais commencé. Je me suis laissé tomber sous le rebord de la fenêtre, mon cœur battant comme si je venais de sprinter un marathon. Patricia prévoyait de me tuer sur place et de faire passer ça pour ma vengeance ratée. Sors. Sors d'où que tu sois, appela Patricia, sa voix chantante. Tu ne peux pas te cacher éternellement, et franchement, je deviens impatiente. J'ai entendu la voix paniquée de Michel à travers la porte ouverte. Patricia, ça devient trop dangereux. On devrait y réfléchir. Réfléchir à quoi? Répliqua Patricia avec la patience de quelqu'un qui a atteint sa limite. Elle nous a vus. Elle a tout entendu. On ne peut plus reculer, Michel. On doit la tuer pour de bon cette fois. Mais si quelqu'un entend un coup de feu? Les voisins pourraient appeler la police. On dira qu'elle m'a attaqué et que je me suis défendue, répondit Patricia avec la désinvolture de quelqu'un qui a déjà tout prévu. La police la considère déjà comme une criminelle. Ça ne fera que leur faciliter la tâche. J'avais mon téléphone fermement en main, enregistrant tout avec la détermination d'un correspondant de guerre. J'entendais leur conversation et le bruit de leurs pas qui se rapprochaient, cherchant leur proie. Je me suis glissé silencieusement jusqu'à la porte du jardin et j'ai couru vers ma voiture. J'avais tout ce dont j'avais besoin, la vidéo de Michel, l'enregistrement de leur conspiration, et la preuve de leurs intentions de me tuer. La course en voiture jusqu'à l'appartement de Franck fut une décharge d'adrénaline pure, la peur et le choc se mêlant à une détermination glaciale. J'avais les mains tremblantes sur le volant, mais mon esprit était d'une clarté parfaite. J'étais en vie, j'avais les preuves. En arrivant, Franck me prit une seule fois le visage, son regard scrutant le mien avec une inquiétude profonde. Il me servit un café fort, sans poser de questions. Il savait que le silence était la meilleure des réponses pour le moment. Pendant l'heure qui suivit, nous avons examiné toutes les preuves. La vidéo de la caméra de surveillance montrait Michel, le visage éclairé par la lueur du Porsche, se glissant dans ma maison pour y placer les preuves. Puis, l'enregistrement audio de la conversation entre lui et Patricia, où ils parlaient de leur plan macabre de me tuer. Leur voix était claire, leurs intentions limpides. J'ai alors raconté à Franck la révélation sur les précédentes identités de Patricia, et les morts de Harold Gauthier et de Robert Lambert. Éléonore, ce sont des preuves solides de conspiration, de tentative de meurtre, et d'intimidation de témoins, affirma Franck, ses yeux parcourant les documents. Sans oublier la fraude d'identité, et le meurtre, ajoutai-je, le professionnalisme prenant le dessus sur le drame personnel. Patricia a été une criminelle bien occupée. Nous nous sommes rendus ensemble au quartier général de la police de Lyon. Les contacts de Franck nous assurèrent une audience immédiate avec le commandant Martin. J'ai remis les preuves tout en me constituant prisonnière. Le commandant Martin et son adjoint, l'inspecteur Legrand, écoutèrent et regardèrent tout avec une attention de chaque instant. Je vis le jeune inspecteur Legrand me lancer un regard, comme s'il se rappelait mes paroles au commissariat. « Madame Moreau », dit le commandant Martin, son visage impassible, ceci change complètement le cours de l'enquête. Nous allons émettre des mandats d'arrêt pour Patricia Dubois et votre fils Michel immédiatement. Des équipes de police furent dépêchées. J'attendis au commissariat, le cœur serré, priant pour que justice soit faite. L'appel arriva 1 heure plus tard. Nous avons Michel en garde à vue, mais Patricia s'est enfuie. La maison était vide. Fidèle à elle-même, Patricia fit une dernière tentative pour s'en sortir. Elle appela la ligne d'information de la police et se fit passer pour une victime. « C'est Patricia Dubois », dit-elle d'une voix larmoyante. Je veux dire que c'était l'idée de Michel Moreau. Il m'a forcé à l'aider à empoisonner sa mère. J'ai des messages pour le prouver. Même face à l'arrestation, elle jouait le jeu comme une grande maîtresse d'échecs, jetant Michel sous un bus avec une efficacité redoutable. C'est une menteuse, cria Michel lorsqu'on l'informa de l'appel de Patricia, montrant enfin une émotion autre que l'anxiété. C'était son idée. Elle m'a manipulé pour tout faire. Mais il était trop tard. Patricia s'était évaporée.
La chasse à l'homme dura 6 jours. La technologie de surveillance moderne et l'habitude de Patricia de cibler des profils similaires finirent par la trahir. La police la retrouva dans un hôtel, loin de Lyon, déjà en train de faire des recherches sur sa prochaine victime, un autre veuf fortuné qu'elle avait rencontré sur Internet. La confrontation finale entre Michel et Patricia eut lieu au commissariat. « Sale garce !» cria Michel en la voyant passer devant sa cellule. « Tu m'avais promis que nous serions ensemble ?» Patricia le regarda avec un amusement froid, comme si elle observait un spécimen décevant. « Oh Michel, pauvre imbécile. As-tu vraiment cru que c'était une question d'amour ?» Le procès fut un spectacle de destruction mutuelle. Patricia maintint sa version, affirmant que Michel l'avait forcée, tandis que Michel insistait sur le fait qu'elle était le cerveau, la manipulatrice. Les familles des victimes de Patricia, dont le fils de Harold Gauthier, vinrent témoigner. Ils racontèrent leurs soupçons, et les preuves de ses précédentes identités confirmèrent un schéma de meurtre en série d'une efficacité glaçante. La sentence fut prononcée. Le juge déclara Patricia une prédatrice qui a passé des années à cibler des personnes vulnérables pour leur argent et la condamna à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Michel, lui, écopa de 20 ans de prison pour complicité et falsification de preuves. Une peine plus légère en échange de sa coopération, et sans doute de ses remords, bien que cela reste discutable. En les regardant tous les deux être menottés et emmenés, j'ai ressenti un mélange complexe de justice et de chagrin. Patricia passerait le reste de sa vie en prison, un sort qu'elle avait mérité. Michel, quant à lui, allait gâcher les plus belles années de sa vie pour sa trahison. C'était une tragédie, mais une nécessité. La punition la plus juste, dis-je à Franck après le procès, c'est qu'ils passeront leurs années en prison en sachant exactement à quel point ils se détestent. J'étais libre, vivante et vengée. Mais le prix à payer était la destruction de ma famille et la certitude que mon propre fils avait été prêt à me laisser mourir pour de l'argent. Parfois, le prix de la survie, c'est tout ce que l'on croyait défendre. Mais au moins, j'avais eu le dernier mot. Et au fond, n'est-ce pas ça, une famille ?